Imaginez un président américain qui promet d'écraser l'Iran, qui quitte un accord historique, qui menace de guerre, qui fait assassiner le général le plus puissant du pays. Et pourtant, au final, c'est l'Iran qui ressort plus fort. Aujourd'hui, on va décrypter les 6 vraies défaites stratégiques de Trump contre l'Iran. Celles dont on parle très peu, mais qui ont changé l'équilibre du Moyen-Orient. Et vous allez voir que la réalité est bien plus complexe que les slogans politiques. Quand Donald Trump arrive au pouvoir en 2017, il annonce une chose simple. L'Iran est l'ennemi numéro un. On va détruire son programme nucléaire. On va l'étrangler économiquement. Son plan, pression maximale. Sanctions économiques, isolement diplomatique, menaces militaires. Sur le papier, ça semblait imparable, mais dans la réalité, ça va produire l'effet inverse. On est en 2018. Donald Trump annonce devant les caméras qu'il retire les États-Unis de l'accord nucléaire iranien. Cet accord s'appelait le Joint Comprehensive Plan of Action, signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances. L'idée était simple. L'Iran limite son programme nucléaire. En échange, les sanctions économiques sont levées et pendant plusieurs années, ça fonctionnait. L'organisme international, Agence internationale de l'énergie atomique, confirmait régulièrement que l'Iran respectait ses engagements. Trump disait que c'était le pire accord de l'histoire. Trop temporaire, trop permissif. Son objectif, forcer l'Iran à signer un accord plus dur, ou à s'effondrer économiquement. Sur le papier, ça semblait logique. Mais en géopolitique, il y a une règle. Quand tu casses un accord, tu perds aussi les leviers qu'il te donnait. Avant 2018, l'Iran avait un stock limité d'uranium enrichi. Les centrifugeuses étaient réduites. Les inspecteurs avaient accès aux sites nucléaires. Autrement dit, le programme nucléaire iranien était sous surveillance. C'était imparfait, mais contrôlé. Quand Trump sort de l'accord, les sanctions reviennent. L'Iran se sent trahi et progressivement, il abandonne ses engagements. Résultat, plus d'uranium enrichi, des centrifugeuses plus rapides, moins d'inspections. Aujourd'hui, certains experts disent que l'Iran peut atteindre la capacité nucléaire en quelques mois. Exactement l'inverse du but annoncé. Trump pensait que l'Iran allait paniquer. Mais l'Iran a fait un calcul froid. Pourquoi respecter un accord que l'autre camp ne respecte plus? En quittant le JCPOA, Washington a perdu la confiance internationale. Les inspections continuent et la coopération européenne. Les alliés comme France, Allemagne et le Royaume-Uni voulaient garder l'accord, mais les sanctions américaines ont rendu ça impossible. Résultat, les États-Unis isolés, l'Iran libéré des contraintes, parce que l'objectif était clair, empêcher l'Iran d'avoir la bombe. Mais après la sortie de l'accord, l'Iran est plus proche du nucléaire, les inspections sont réduites, les tensions ont explosé. Stratégiquement, Washington a perdu du contrôle. En diplomatie, parfois, un accord imparfait vaut mieux que pas d'accord du tout, parce qu'un accord donne de l'influence. Sans accord, chacun fait ce qu'il veut. Et dans ce cas précis, Trump voulait durcir le jeu, mais il a aussi levé les barrières qui freinaient l'Iran. Et ce n'est que la première erreur, parce que la stratégie de pression maximale allait provoquer une deuxième conséquence inattendue. Les sanctions n'ont pas affaibli le régime, elles l'ont renforcé. Quand Trump quitte l'accord nucléaire, il lance immédiatement ce qu'il appelle la stratégie de pression maximale. Objectif, étrangler l'économie iranienne, provoquer une crise interne, forcer le régime à céder ou à tomber. Les États-Unis rétablissent des sanctions massives contre l'Iran, en visant surtout ses exportations de pétrole. Résultat immédiat, inflation qui explose, chômage qui monte, monnaie iranienne qui s'effondre. Sur le papier, tout semble fonctionner. Mais la réalité va surprendre Washington. Trump pensait que la population iranienne allait se révolter contre le pouvoir. Mais ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Le régime a utilisé les sanctions comme arme politique. Il a accusé les États-Unis de vouloir affamer le peuple. Et beaucoup d'Iraniens se sont ralliés derrière leur pays. Parce que dans l'histoire, un pays sous pression extérieure devient souvent plus uni. Face aux sanctions, l'Iran s'adapte. Vente de pétrole clandestine, réseau de contrebande, commerce en monnaie locale, nouvelle route via l'Asie. Des pays comme la Chine continuent d'acheter du pétrole iranien discrètement. La Russie renforce ses liens militaires et économiques. Résultat, l'Iran apprend à vivre sans l'Occident. Et ça, c'est stratégique, parce qu'une fois qu'un pays s'adapte aux sanctions, elles perdent leur pouvoir. Les sanctions n'ont pas détruit les élites, elles ont touché la classe moyenne, les étudiants, les petits entrepreneurs. Et pendant ce temps, les structures proches du régime contrôlent le marché noir. Les gardiens de la révolution gagnent en influence. Le pouvoir devient plus dur, plus fermé, plus radical. Exactement l'inverse de l'objectif.
Trump pensait que les sanctions allaient créer un printemps iranien. Mais la pression extérieure donne souvent au régime une excuse parfaite. Ce n'est pas notre faute, c'est l'ennemi. Et cette logique existe partout dans l'histoire. Cuba, la Corée du Nord, l'Irak de Saddam, les sanctions affaiblissent l'économie, mais pas toujours le pouvoir. Après plusieurs années de pression maximale, le régime iranien est toujours là. Il est plus méfiant envers l'Occident, il s'est rapproché de la Chine et de la Russie. Il a développé des circuits économiques alternatifs. Autrement dit, l'Iran est devenu plus autonome. Et quand un adversaire devient autonome, il devient plus difficile à influencer. Parce que l'objectif était de forcer l'Iran à céder. Mais au final, aucun nouvel accord signé, aucun changement de régime, plus d'hostilité envers les États-Unis, plus de coopération, Iran-Russie-Chine. La pression maximale a renforcé la résistance maximale. Les sanctions sont une arme puissante, mais elles fonctionnent surtout quand le pays est isolé et quand les alliés suivent. Or, dans ce cas, les alliés européens hésitent, la Chine et la Russie compensent et l'Iran s'adapte. La stratégie américaine a sous-estimé la capacité de résilience d'un pays de 90 millions d'habitants, avec une histoire millénaire. Et comme si ça ne suffisait pas, Trump va prendre une décision encore plus spectaculaire. L'assassinat du général le plus puissant d'Iran. Une opération choc qui va provoquer une troisième défaite stratégique. 3 janvier 2020. Une frappe de drone américaine près de l'aéroport de Bagdad. Cible, le général iranien Qassem Soleimani, chef de la force Al-Quds, bras extérieur des gardiens de la Révolution. Un homme considéré comme l'architecte de l'influence iranienne au Moyen-Orient. Quand la nouvelle tombe, le monde retient son souffle. Parce que pour la première fois depuis des décennies, les États-Unis viennent de tuer un haut responsable militaire iranien. Trump présente ça comme une victoire majeure. Nous avons éliminé un terroriste. Nous avons empêché une guerre. Mais en géopolitique, une victoire tactique peut cacher une défaite stratégique. Pour Washington, c'était un ennemi. Mais pour beaucoup d'Iraniens, Soleimani était un héros national. Il avait combattu l'État islamique en Irak et en Syrie. Il représentait la puissance militaire iranienne. Il symbolisait la résistance face aux États-Unis. Résultat. Des millions d'Iraniens descendent dans la rue pour ses funérailles. Le régime obtient ce qu'il voulait depuis des années, une unité nationale massive. En éliminant Soleimani, Trump pensait affaiblir l'influence iranienne, mais Soleimani devient un martyr. Son image est partout en Iran. Les milices pro-iraniennes jurent vengeance. Le nationalisme explose. Et en politique, un martyr est parfois plus puissant qu'un général vivant, parce qu'il ne peut plus être critiqué. L'attaque a lieu en Irak, pays déjà fragile. Résultat immédiat, le Parlement irakien vote une résolution demandant le départ des troupes américaines. Les milices pro-iraniennes gagnent en popularité. L'influence américaine recule. Pendant ce temps, l'Iran renforce ses réseaux locaux. Washington voulait frapper l'Iran, mais il a fragilisé sa propre présence en Irak. Quelques jours après l'assassinat, l'Iran tire des missiles sur des bases américaines en Irak. Des soldats américains blessés, le monde au bord d'une guerre ouverte. Mais surtout, l'Iran annonce qu'il ne respectera plus certaines limites de l'accord nucléaire. Encore une fois, la tension nucléaire augmente, parce que l'objectif était clair, réduire l'influence iranienne. Mais après l'opération, l'Iran est plus populaire dans certaines zones d'Irak. Le régime iranien est plus uni. Les milices se radicalisent. Les tensions nucléaires augmentent. Une victoire militaire, qui renforce l'adversaire politiquement. Trump a pensé comme dans un film. Éliminer le chef, et le réseau s'effondre. Mais l'Iran n'est pas une organisation, c'est un État. Ses réseaux sont profonds. Liban, Syrie, Irak, Yémen. Et un homme, même puissant, ne suffit pas à les arrêter. Au contraire. Sa mort a servi de carburant idéologique. En géopolitique, certaines actions spectaculaires peuvent avoir des effets invisibles mais durables. L'assassinat de Soleimani a montré une chose. La force militaire peut gagner une bataille, mais perdre la guerre de l'influence. Et pendant que Washington célébrait cette frappe, l'Iran continuait d'étendre son influence dans toute la région. Liban, Syrie, Irak, Yémen. Comment l'Iran est devenu encore plus puissant sous Trump. Pendant que Trump menait sa stratégie de pression maximale, une autre bataille se jouait en silence, celle de l'influence au Moyen-Orient. Parce qu'en géopolitique, la vraie puissance n'est pas seulement militaire, c'est le réseau d'alliés. Et sur ce terrain, l'Iran a avancé. Depuis des années, Téhéran construit un système d'alliance dans la région. Le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, le soutien au régime de Bachar al-Assad en Syrie, les rebelles houthis au Yémen, ce réseau est parfois appelé l'axe de la résistance. Objectif, entourer les ennemis de l'Iran.
étendre son influence sans guerre directe. Quand les États-Unis augmentent la pression, l'Iran répond indirectement. Il renforce ses alliés locaux, parce que c'est moins risqué qu'une guerre ouverte. Et pendant que Washington sanctionne Téhéran, les milices locales gagnent du terrain. En Irak, certaines milices deviennent plus influentes que l'État. En Syrie, le régime Assad survit grâce au soutien iranien et russe. Au Yémen, les Houthis tiennent tête à une coalition soutenue par l'Occident. L'Iran devient incontournable. Sous Trump, les États-Unis réduisent leur présence dans plusieurs zones. Retrait partiel de Syrie fatigue de la guerre en Irak, moins d'engagement direct. Et en géopolitique, un vide ne reste jamais vide. Quelqu'un prend la place. Et ce quelqu'un, c'est souvent l'Iran, avec la Russie. Résultat, l'influence américaine diminue. L'influence iranienne grandit. L'Iran évite la confrontation frontale. Il utilise des milices locales, des drones, des conseillers militaires des alliances politiques. C'est une stratégie moins visible, mais très efficace, parce qu'elle coûte peu et rapporte beaucoup. Pendant que Washington dépense des milliards, l'Iran avance avec des réseaux. Parce que Trump voulait isoler l'Iran, mais à la fin, l'Iran est présent en Irak, en Syrie, au Liban, au Yémen. Il influence des gouvernements, des milices, des routes commerciales. Il devient une puissance régionale incontournable. Et les États-Unis doivent négocier avec lui indirectement. Trump a pensé la confrontation comme un duel direct, États-Unis contre Iran. Mais l'Iran joue aux échecs, pas à la boxe. Il avance case par case. Et pendant que Washington frappait économiquement, l'Iran consolidait son échiquier. En géopolitique, isoler un pays ne suffit pas parce qu'il peut construire un réseau alternatif. Et quand ce réseau devient solide, il est presque impossible à démanteler sans guerre totale. Trump voulait réduire l'influence iranienne, mais il a peut-être accéléré sa transformation en puissance régionale. Et cette montée en puissance a eu une autre conséquence. Les alliés des États-Unis ont commencé à douter. Quand l'Europe a vu Washington quitter l'accord nucléaire, elle a compris que les États-Unis pouvaient changer de cap du jour au lendemain. C'est la 5e défaite. Et elle touche la crédibilité américaine. En géopolitique, la puissance américaine ne repose pas seulement sur son armée, elle repose sur quelque chose d'encore plus important, la confiance de ses alliés. Et sur ce point, la stratégie de Trump contre l'Iran a provoqué un choc. Quand Trump quitte le Joint Comprehensive Plan of Action en 2018, les alliés européens sont stupéfaits. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni. Ces pays avaient négocié l'accord pendant des années. Ils voulaient le maintenir. Mais Washington impose des sanctions extraterritoriales. Toute entreprise européenne qui commerce avec l'Iran risque d'être punie. Résultat, les entreprises quittent l'Iran, malgré leur gouvernement. L'Europe comprend une chose, les décisions américaines peuvent balayer des années de diplomatie. Les alliés commencent à se poser une question simple, peut-on encore faire confiance aux États-Unis? Parce que si un accord signé par un président peut être annulé par le suivant, quelle valeur a une signature américaine? C'est un choc stratégique. En diplomatie, la crédibilité est une monnaie, et une fois perdue, elle met des années à revenir. Téhéran observe la fracture entre Washington et l'Europe, et joue cette carte, dialogue avec l'Europe, rapprochement avec la Chine, coopération avec la Russie. Résultat, l'Iran n'est plus isolé. Les États-Unis apparaissent seuls sur certains dossiers. En voulant isoler l'Iran, Washington s'est partiellement isolé lui-même. Quand les alliés doutent, ils cherchent des alternatives. L'Europe parle d'autonomie stratégique. La Chine propose de nouveaux accords commerciaux, la Russie gagne du poids diplomatique, et dans les crises futures, les alliés hésitent à suivre Washington aveuglément. C'est un changement profond, mais silencieux. Parce que l'objectif de Trump était de renforcer la pression sur l'Iran. Mais au final, les alliés ne suivent pas totalement. L'Europe tente de contourner les sanctions. La Chine et la Russie profitent de la situation. La coalition occidentale se fissure, et sans coalition, la pression perd de sa force. Trump pensait que les alliés suivraient automatiquement. Mais les alliés ont leurs propres intérêts, commerce, sécurité énergétique, stabilité régionale. Quand Washington agit seul, les partenaires cherchent leur propre chemin. Et l'Iran exploite ces divisions. Une superpuissance n'est pas seulement forte, elle doit être prévisible, parce que la diplomatie repose sur la confiance, et quand cette confiance vacille, les adversaires gagnent du temps et de l'espace. Trump voulait isoler l'Iran, mais il a aussi fragilisé l'unité occidentale, et cette perte de confiance a eu une conséquence encore plus inquiétante. L'Iran a continué d'avancer vers la capacité nucléaire. Moins de contrôle, plus d'uranium, plus de centrifugeuses. C'est la 6e défaite, et peut-être la plus dangereuse. C'était l'objectif principal de Trump, empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Mais aujourd'hui,
Beaucoup d'experts disent que l'Iran est plus proche que jamais de la capacité nucléaire. Comment en est-on arrivé là? Avec le Joint Comprehensive Plan of Action, l'Iran avait accepté des limites très strictes. Stock d'uranium réduit, enrichissement limité à faible niveau, centrifugeuse ancienne, inspection permanente de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Concrètement, le temps nécessaire pour fabriquer une bombe était estimé à plus d'un an. On appelle ça le breakout time. C'était imparfait, mais surveillé. Quand Trump sort de l'accord, l'Iran commence à abandonner ses engagements progressivement. Pourquoi? Pour faire pression, pour montrer qu'il peut riposter. Et les étapes s'enchaînent. Plus d'uranium enrichi, enrichissement à des niveaux plus élevés, installation de centrifugeuses modernes, réduction de certaines inspections. Résultat, le temps nécessaire pour atteindre la capacité nucléaire se réduit fortement. L'Iran ne dit pas vouloir la bombe, mais il veut être capable de la fabriquer rapidement si nécessaire. C'est ce qu'on appelle la stratégie du seuil nucléaire. Pas de bombe, mais presque, parce que cette capacité donne un levier diplomatique, une dissuasion militaire, un statut international. Et la pression américaine a accéléré cette stratégie. Avant, les inspecteurs avaient un accès large. Aujourd'hui, certaines installations sont moins accessibles, moins de transparence, plus de soupçons, plus de tensions. Et dans le nucléaire, l'incertitude est dangereuse, parce qu'elle pousse les adversaires à préparer le pire, parce que l'objectif était clair, empêcher l'Iran d'approcher la bombe. Mais après la stratégie de Trump, l'Iran possède plus d'uranium enrichi, des centrifugeuses plus avancées, moins de contraintes internationales. Le risque nucléaire augmente. Même des alliés des États-Unis reconnaissent que la situation est plus dangereuse qu'en 2016. Trump voulait un accord plus dur. Mais en quittant l'ancien, il a perdu les limites existantes. Et l'Iran a gagné du temps et de la technologie. Parce que dans le nucléaire, chaque année compte, chaque centrifugeuse compte, chaque gramme d'uranium compte. En géopolitique, parfois, un accord imparfait vaut mieux qu'une confrontation sans règles, parce qu'un accord donne de la visibilité. Sans accord, les programmes avancent dans l'ombre. Trump voulait stopper le nucléaire iranien, mais il a peut-être accéléré la course. Ces 6 défaites montrent une chose. La géopolitique n'est pas une affaire de slogan. Quitter un accord, sanctionner, frapper, peut produire l'effet inverse. Trump voulait affaiblir l'Iran. Mais il a contribué à le rendre plus autonome, plus influent et plus proche du nucléaire. Et la vraie question aujourd'hui n'est plus qui avait raison, mais comment éviter la prochaine crise.